Le 19 décembre 2025 restera gravé dans les annales de la diplomatie européenne comme une journée marquée par un mélange de tensions, de négociations et de concessions forcées. Après plus de 16 heures de discussions marathon à Bruxelles, l'Union européenne a annoncé un accord destiné à financer l'Ukraine, mais le dénouement reflète plus un recul stratégique face à Moscou qu'une victoire incontestable. Le plan initial, qui avait suscité un immense espoir et une couverture médiatique favorable, consistait à utiliser les actifs russes gelés pour soutenir Kiev, et il avait été présenté comme une innovation juridique majeure capable de transformer la donne financière de la guerre en Ukraine. Mais ce scénario prometteur s'est heurté à une réalité géopolitique complexe, faite de menaces directes de la Russie et de profondes divisions internes au sein de l'Union européenne. Le projet de confiscation des actifs russes gelés, porté par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, visait à générer un prêt de réparation d'environ 105 milliards de dollars pour l'Ukraine. L'idée semblait séduisante sur le papier. Transformer les actifs gelés en un financement prêté à Kiev, que le pays ne rembourserait qu'en cas de versement effectif de réparation de guerre par Moscou. En pratique, cela aurait permis à l'Ukraine de couvrir une grande partie de ses besoins pour 2026 et 2027, soit approximativement 90 milliards d'euros, tout en évitant de puiser dans les budgets nationaux européens déjà sous tension. Le plan combinait audace financière et message politique fort. Il montrait la détermination de l'UE à soutenir l'Ukraine, tout en punissant indirectement la Russie pour sa guerre d'agression. Cependant, la réalité géopolitique s'est révélée beaucoup plus contraignante que prévu. Moscou n'a pas tardé à réagir. Dès le 12 décembre 2025, la Banque centrale russe a lancé une offensive juridique sans précédent, déposant une plainte devant le tribunal d'arbitrage de Moscou contre Euroclear, une institution financière belge détenant une grande partie des actifs russes gelés en Europe. La somme réclamée atteignait 18,2 billions de roubles, soit l'équivalent de 195 milliards d'euros, couvrant la valeur des actifs bloqués et les profits prétendument perdus. Une audience préliminaire était programmée pour le 16 janvier 2026, mettant une pression considérable sur Bruxelles et sur les institutions financières concernées. Le lendemain, la Banque centrale russe élargissait son offensive, menaçant également d'attaquer d'autres banques européennes, notamment en France, en Autriche et au Royaume-Uni. Mais la menace ne se limitait pas au cadre juridique. Elle était également politique et militaire. Dimitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité russe, est allé jusqu'à qualifier l'utilisation des actifs gelés de casus belli, expression latine désignant un acte justifiant une déclaration de guerre. Dans un message publié sur Telegram, il avertissait que de telles actions pourraient être considérées, selon le droit international, comme un acte de guerre avec toutes les conséquences qui en découlent pour Bruxelles et les pays membres de l'Union européenne. Outre les menaces juridiques et militaires, Moscou a brandi la possibilité de représailles économiques concrètes. Selon l'école d'économie de Kiev, environ 127 milliards de dollars d'actifs appartenant à des entreprises américaines, européennes et britanniques restent exposés sur le sol russe. Poutine pourrait décider de les saisir en réaction. Le président russe n'a d'ailleurs jamais caché son point de vue, qualifiant la tentative de confiscation des actifs russes non pas de simple mesure économique, mais de véritable brigandage. Des restrictions sur les exportations de matières premières stratégiques, comme le nickel, l'aluminium ou les engrais, ainsi que des poursuites judiciaires dans des juridictions amies de Moscou, figuraient parmi les options envisagées. Si la pression russe a été intense, c'est surtout la résistance interne européenne qui a fait échouer le projet. Le Premier ministre belge Bart De Wever a joué un rôle central dans ce blocage. La Belgique se trouvait dans une position délicate. Euroclear, basé à Bruxelles, détient près de 90% des actifs russes gelés en Europe. Toute décision d'utiliser ces fonds aurait placé le pays en première ligne face aux représailles de Moscou. Bruxelles estimait que la Russie pourrait saisir jusqu'à 17 milliards d'euros d'actifs encore présents en Russie. De Wever a donc posé une condition non négociable. Obtenir des garanties solides de la part des autres États membres pour ne pas porter seul le fardeau financier et juridique. Mais cette demande de solidarité s'est heurtée à la réalité des divisions européennes. La France, par exemple, détient environ 18 milliards d'euros d'actifs russes, mais s'est montrée réticente à divulguer le détail de leur localisation bancaire.
BNP Paribas a même nié publiquement détenir des actifs d'entités publiques russes. D'autres pays, comme la Hongrie et la Slovaquie, historiquement plus proches de Moscou, se sont opposés frontalement au plan. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban l'a qualifié de stupide et dangereux, tandis que le Premier ministre tchèque a refusé d'apporter des garanties, arguant que son pays devait protéger ses propres citoyens. L'Italie, la Bulgarie, ainsi que l'Allemagne et les Pays-Bas, bien que favorables à l'aide à l'Ukraine, ont également exprimé des réserves sur l'engagement financier à long terme. Lors du sommet européen du 18 décembre, De Wever est resté ferme. Les garanties proposées étaient insuffisantes selon lui. Il a averti que la confiscation des actifs pourrait déclencher un effet domino, sapant la capacité d'Euroclear à honorer ses obligations et mettant en danger sa stabilité financière. Il a également souligné le risque de nuire à la réputation de l'institution et de violer le droit international. Finalement, après 16 heures de négociations éreintantes, un compromis a été trouvé. Mais il ressemble davantage à une capitulation qu'à une victoire. L'Union européenne a abandonné l'idée d'utiliser directement les actifs russes. À la place, elle empruntera 90 milliards d'euros sur les marchés financiers, garantis par le budget de l'Union pour prêter à l'Ukraine à taux zéro. Kiev ne remboursera ce prêt que lorsque la Russie versera des réparations de guerre, une perspective qui semble pour l'instant lointaine. Les actifs russes gelés restent bloqués indéfiniment, le gel ayant été renforcé le 12 décembre pour devenir permanent, supprimant tout vote semestriel susceptible de permettre à la Hongrie ou à la Slovaquie de bloquer le processus. Du côté européen, ce compromis a été accueilli avec un mélange de soulagement et d'amertume. Antonio Costa, président du Conseil européen, a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux, proclamant l'accord comme une réussite. Mais en coulisses, les diplomates étaient conscients qu'il s'agissait davantage de préserver la face que de mettre en œuvre la stratégie initiale. Du côté russe, la satisfaction était évidente. Kirill Dmitriev, envoyé spécial de Poutine, a salué la décision comme une victoire de la loi et de la raison, un revers majeur pour les partisans européens d'une confiscation des actifs. Pour l'Ukraine, le goût de la victoire est plus amer. Le prêt européen ne couvre que 90 milliards d'euros sur les 136 milliards nécessaires pour maintenir le pays à flot selon le FMI. Le ministre des Finances ukrainien, Serhiy Marchenko, a alerté que ces fonds seraient insuffisants pour éviter la faillite à partir d'avril 2026. Le président Volodymyr Zelensky avait pourtant souligné, quelques jours plus tôt, que les actifs gelés pouvaient compenser certaines baisses de soutien international. Mais cette promesse reste partiellement non tenue. Cette affaire met en lumière plusieurs failles structurelles dans la stratégie européenne. Premièrement, l'absence d'unanimité paralyse l'action sur des questions cruciales. Deuxièmement, les menaces russes se révèlent redoutablement efficaces, même face à une union affaiblie par des tensions internes. Troisièmement, elles soulignent la vulnérabilité du système financier international. L'utilisation d'actifs souverains gelés crée un séisme juridique et politique qui pourrait décourager les investissements étrangers. Enfin, elle met en évidence la dépendance de l'Europe à certaines matières premières russes et l'exposition continue des entreprises occidentales sur le marché russe. En conclusion, le 19 décembre 2025 restera comme la date où l'Europe a, en quelque sorte, cligné des yeux face à Moscou. Ce qui devait être une innovation juridique et financière pour soutenir l'Ukraine, sans mettre à contribution les contribuables européens, s'est transformé en un prêt classique financé par l'Union elle-même. La Russie, isolée sur le plan diplomatique, mais toujours redoutablement efficace dans l'utilisation de leviers économiques et juridiques, a su imposer sa volonté. Pour Kiev, la leçon est claire. Sans solidarité européenne totale et sans mécanisme robuste pour mobiliser les actifs gelés, la lutte contre l'agression russe pourrait s'avérer longue et ardue.